Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle série de petites vidéos qui sera consacrée au royaume de Macédoine, de ses institutions politiques à sa puissance militaire grandissante, notamment sous le règne de Philippe II. Notre objectif sera de comprendre le développement des moyens qui permirent à Alexandre III, que l'on connaît sous le nom d'Alexandre le Grand, de conquérir l'Asie. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur le royaume de Macédoine durant le 5e siècle avant Jésus-Christ, afin de comprendre sa position géographique et diplomatique avant son âge d'or. Mais avant, il faut tout de même évoquer une question plutôt importante. Les Macédoniens étaient-ils des Grecs? La question est aujourd'hui encore sujette à débat, mais ce n'est pas à l'historien de devoir y répondre. Le fait est que pour les Grecs, les Macédoniens sont des Grecs, mais pour la Macédoine du Nord, les Macédoniens ne sont pas des Grecs. Chacun finalement revendiquant le passé et l'épopée d'Alexandre comme étant part entière de son histoire. Aujourd'hui, on pense plutôt que les Macédoniens étaient un entre-deux, car ils disposaient d'un dialecte très proche de la langue grecque, mais avaient des systèmes politiques et sociaux d'ailleurs plutôt différents. Je ne détaillerai pas ça ici, du moins pas tout de suite. On verra si la nécessité s'impose durant cette série. Mais ce serait trop long à exposer maintenant dans cette petite introduction. Il faut tout de même comprendre que les Macédoniens ne sont pas vus comme des Grecs par ces derniers. Par exemple, le roi Alexandre Ier, qui règne entre 498 et 454, doit prouver aux Grecs qu'il l'est afin de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, qui sont par définition uniquement réservés aux citoyens grecs. Donc voilà, les Macédoniens ne sont pas vraiment des Grecs, mais un peu quand même. C'est souvent comme ça en histoire, hein, compromis. C'est donc à partir de là qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie qui sera consacrée à la diplomatie du royaume avant son heure de gloire. Continuons au 5e siècle. Les Grecs sont menacés par deux fois, en 490 et en 480, par des invasions perses. Celles-ci forçant les cités grecques pourtant rivales à s'unir pour contrer l'envahisseur. La première fois, les Athéniens stoppent l'armée de Darius en 490 à Marathon, tandis que la seconde fois, ce sont les batailles de Salamine et de Platée en 480 et 479 qui mettront fin à l'invasion. Dans ces conflits, la Macédoine, qui se trouve au nord de la Grèce, s'est soumise aux Perses en donnant symboliquement la terre et l'eau, et ce autant à Darius qu'à son fils Xerxès d'ailleurs. Cependant, Alexandre Ier, qui est du coup le roi de la Macédoine durant cette période, va y jouer un double jeu en envoyant tout de même du bois aux Athéniens afin qu'ils puissent construire leur puissante flotte de trières, un outil militaire qui leur sera d'ailleurs très bénéfique pour la suite de leur histoire durant ce siècle. Il pourrait se dire que les Perses sont perdants et qu'il est temps de rejoindre le camp des vainqueurs, ou alors il pourrait également se dire que d'une façon idéologique, il est plus intéressant pour lui de se rapprocher d'un camp qui prône la liberté, d'autant que les Perses sont dans tous les cas un peu perdants. Son choix étant encore un peu incertain et pourrait prêter à de nombreuses interprétations. Mais le fait est que Alexandre Ier était connu pour être un philhellène, c'est-à-dire un ami des Grecs, même si sa nature hellénique était discutée par les Grecs eux-mêmes. Après les guerres médiques, les Macédoniens vont lentement rejeter les Perses vers la mer, même si ces derniers conservent des territoires dans le nord du pays, qui, on le rappelle à l'époque, n'est pas un pays. Il y a des cités, il n'y a pas de nation. Je préfère prévenir, mais pays en tant que zone géographique telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein. C'est plus clair. Bon, allez, on reprend. Le royaume de Macédoine va continuer de s'enrichir durant le 5e siècle, mais va rester une puissance mineure, voire marginale du monde grec, incarnée par exemple par Athènes et sa Ligue de Délos, qui auront l'hégémonie sur l'ensemble des cités grecques durant l'entièreté du siècle et qui ne la perdront finalement qu'à partir de la fin de la guerre du Péloponnèse qui se déroulera de 431 à 404, non il n'y a pas d'erreur, une guerre qui permettra à Sparte et à sa propre alliance de récupérer l'hégémonie et donc de dominer un petit peu la Grèce. On va comprendre que les autres cités n'acceptent pas généralement l'hégémonie, c'est pas parce qu'une cité est hégémonique que les autres lui sont forcément soumises, à moins bien entendu qu'elles appartiennent à son alliance, et la Ligue de Délos c'était plus de l'impérialisme finalement, que véritablement une alliance d'alliés, d'égaux et à égaux, hein, c'était pas vraiment le cas. Une vidéo sur la Ligue de Délos et l'hégémonie athénienne, ce serait intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. J'en ferai peut-être une un jour parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais bon, embrayons. Maintenant, voici une petite présentation de la région en question. Au nord-ouest se trouve l'Illyrie et au nord-est la Thrace.
de régions composées de peuples guerriers et qui menaceront les terres macédoniennes durant très longtemps. Une menace qui sera constante jusqu'au règne d'Alexandre le Grand. C'est notamment en Thrace que les Perses conservent des terres, et notamment dans la Pérée de Thasos, le territoire continental à la base contrôlé par la cité insulaire de Thasos du coup. Une région qui est d'ailleurs très connue pour ses nombreuses mines d'or et d'argent. Une région donc très riche qui deviendra macédonienne à partir du règne de Philippe II. Les frontières à l'époque n'existent pas de façon très claire, et aucun roi ni aucun peuple n'est véritablement en mesure de délimiter de façon claire là où s'arrête son pouvoir et continue celui d'un autre. Ainsi, lorsque l'on représente des cartes, il faut bien prendre en compte que ces lignes sont relativement arbitraires et ne représentent pas forcément la réalité, qui n'était d'ailleurs pour l'époque elle-même pas vraiment connue. Voilà ce qu'on peut dire de la situation diplomatique et géographique de la Macédoine dans le 5e siècle. Dans le prochain épisode, il sera question de la structure politique de la Macédoine, mais également de la montée en puissance de la dynastie des Argéades, celle de Philippe II et d'Alexandre. J'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. J'espère que cette série va vous intéresser. Du coup, cette vidéo d'introduction se termine, et je vous dis donc à la prochaine pour de futures vidéos. Quelle que soit la série d'ailleurs. Allez, salut!